Bon, alors aujourd'hui, un petit morceau de bravoure, mais bon, on va s'y retrouver. C'est il y a quelque temps un abonné, dont le pseudo est, je crois, Vecteur Nul, m'a demandé de faire, m'a proposé, ou m'a dit, est-ce que vous envisageriez de faire une vidéo qui traite, qui parle de la notion de caractère et de l'application à l'arithmétique. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est fondamental et c'est très plaisant, mais c'est quand même une grande randonnée. Hein. Faut bien imaginer que même à partir du programme de l'agrég, ça reste quelque chose. Il y a pas beaucoup. J'ai jamais vu à l'agrégation, par exemple, de développement sur le théorème fort de progression arithmétique de Dirichlet. Il y a la version faible, oui, mais la version forte, c'est quand même, ce que je dis, c'est un morceau de bravoure. Alors c'est quand même ça qu'on va voir, et on va prendre notre temps, on va pas tout détailler, on va détailler de sorte à ce que ce soit pas trop le lapin sous le chapeau, mais voilà, on va quand même voir les choses honnêtement. Hein. Alors, le théorème de Dirichlet dit que si on a deux entiers positifs A et M premiers entre eux, donc bon, on fixera M une fois pour toutes, hein, alors l'ensemble PA des nombres premiers tels que P est congru à A modulo M est infini. La preuve est magnifique. Hein, la preuve a des idées qui ont été fécondes pendant tout le XXe siècle. C'est une preuve à mettre au patrimoine immatériel de l'humanité, hein, de l'UNESCO, hein, sans hésitation. Hein. Voilà. Eh bien, justement, pour contribuer à ça, on va en parler. Il y a un mélange, un savant mélange hein, d'algèbre et d'analyse complexe. Alors, on va regarder d'abord les prérequis sur les caractères. C'est des prérequis qu'on peut faire en L3, dans une unité de mathématiques fondamentales, ou en M1, plutôt en M1 dans la plupart des universités, mais il y en a certaines qui le font en L3. Alors, on part d'un groupe abélien fini. Alors, c'est important. C'est un groupe G, il est abélien, ça c'est important, et il est fini. Et la théorie des groupes abéliens finis, vous devez peut-être le savoir, ça ressemble à la théorie des espaces vectoriels de dimension finie. Hein, il y a tout un dictionnaire. Si vous voulez en voir plus sur ce dictionnaire, vous pouvez le voir dans Nouvelles histoires hédonistes de groupes et géométrie, dans le tome 2, chapitre 13. Vous allez avoir une notion dans les groupes abéliens finis de dualité. C'est ça qui est important. Et le dual de G, où on met un chapeau comme ça, au lieu de mettre une étoile comme pour les espaces vectoriels, eh bien, bon, ça va être l'ensemble des caractères. Et ce qu'on appelle caractères ici dans ce contexte, c'est des morphismes de G dans le groupe C étoile multiplicatif. Donc ce sont des morphismes. Alors, comme, bon, vous le savez certainement, un groupe abélien fini, c'est le produit, hein, il est isomorphe au produit de groupe cyclique. On se ramène généralement, bon, c'est pas difficile de voir que G croix H chapeau, c'est isomorphe à G chapeau croix H chapeau, qui fait qu'on peut se ramener au cas où G est cyclique. Et quand G est cyclique, et qu'il est égal à Z sur MZ, le groupe additif ici, eh bien, c'est pas difficile de voir que G chapeau, ça va être quel morphisme, des morphismes qui vont de Z sur NZ dans C étoile, mais on aura forcément des racines nème de l'unité. Ici, je vais mettre n. Des racines nème de l'unité, c'est-à-dire k donne oméga puissance k, pour que ce soit un morphisme, avec oméga, une racine nème de l'unité. Voilà. Donc, il va y en avoir autant que de racines nème de l'unité. Et ça, c'est un groupe aussi. Hein. Donc ici, on va avoir un isomorphisme de groupe entre G chapeau et les racines nème de l'unité. On retrouve
Alors vous allez me dire, les racines énièmes de l'unité, c'est encore cyclique. Donc on retrouve comme dans les espaces vectoriels, hein, où on sait qu'on a de la dualité, on a E étoile qui est isomorphe non canoniquement à E, et ici on a G chapeau qui est isomorphe non canoniquement à G. Non canoniquement dans le sens que cet isomorphisme, il demande le choix d'une racine primitive énième de l'unité. Ok, si c'est pas grave si ces histoires de canonique et non canonique vous ont échappé, on va parler de deux théorèmes importants et de leurs corollaires qui vont être fondamentaux dans la preuve du théorème de Dirichlet. Alors, le premier, il est assez simple, c'est que quand on fixe K dans G, et quand on fait la somme de qui de K quand qui parcourt G chapeau, plutôt la moyenne, parce qu'on divise par le cardinal de G, alors ça fait 1 si K égale E et 0 si non. Ça, c'est quelque chose qui sert tout le temps, hein. Bon, ça c'est bien connu. Et pareil pour la preuve, on se ramène au cas où G, c'est Z sur NZ, et quand on va faire la somme de oméga puissance K, donc ça revient, d'après ce qui précède, à la somme des oméga puissance K, quand oméga décrit l'ensemble des racines énièmes de l'unité, et l'ensemble des racines énièmes de l'unité, de façon non canonique, mais quand même, c'est oméga 0 puissance K', où oméga 0 est une racine primitive énième de l'unité. Et quand on voit ça, on a une série géométrique, soit elle est de raison 1, dans ce cas-là, comme il y a n termes, ça fait n, mais si elle est de raison 1, c'est que oméga 0 puissance K est égal à 1. D'accord ? Puisque sa raison, c'est oméga 0 puissance K. Mais comme oméga 0 est une racine primitive énième de l'unité, ça veut dire que K, c'est 0. Voilà. Donc là, ça fait n. Donc on a bien, quand on fait la moyenne, on a bien 1. Et si oméga 0 puissance K est différent de 1, alors on a cette formule-là. Mais comme oméga 0 puissance n est égal à 1, là, ça fait 0. Et ça, c'est si oméga 0 puissance K est différent de 1, c'est-à-dire si K est différent de 0. Voilà. Alors, bon, là, j'ai fait la preuve pour Z sur NZ, et dans le cas général, on utilise ceci, et on a un produit de choses comme ça. Bon, c'est très facile. Alors, comme corollaire, eh bien, c'est simple, c'est qu'on a une façon d'exprimer la fonction caractéristique de l'élément neutre. C'est-à-dire la fonction qui donne 1 pour l'élément neutre et 0 ailleurs. Voilà, c'est la somme des qui, tout simplement. Voilà. Donc ça, on s'en servira assez rapidement dans la preuve de Dirichlet. Maintenant, le deuxième théorème, vraiment, bon, il est fondamental, c'est un espèce de théorème de base incomplète, sauf qu'il n'y a pas de base dans les groupes abéliens finis, mais on veut un théorème de base incomplète exactement comme on a dans les espaces vectoriels de dimension finie. Eh bien, là, comme il n'y a pas de base, disons, l'idée, c'est ce qui va remplacer le théorème de la base incomplète, c'est la surjectivité de la restriction. C'est-à-dire qu'on a un morphisme de restriction. Quand on a un sous-groupe, ici, il faut imaginer qu'on a un sous-espace vectoriel, d'accord ? Et qu'un sous-espace vectoriel, il va avoir un supplémentaire. Bon, un sous-groupe ne va pas avoir de supplémentaire dans le cadre de la théorie. Mais, en revanche, ce qu'il va y avoir d'important, c'est que la restriction de G chapeau à H chapeau, c'est-à-dire à un morphisme, ici, on lui associe on lui associe sa restriction à H, ce qui est un morphisme évidemment, eh bien il est surjectif. Exactement de la même manière que de E étoile, si F est un sous-espace vectoriel de E, de E étoile dans F étoile, la restriction est surjective grâce à l'existence d'un supplémentaire. Voilà donc l'histoire, donc cette surjectivité. Alors ça se fait, c'est un petit peu plus délicat, mais c'est un théorème classique à bien connaître. Alors comme corollaire de ce théorème, et c'est ça qu'on va en réalité utiliser, c'est que le produit de qui dans G chapeau des 1 moins qui de k x, donc ça c'est un polynôme, quand x est l'indéterminé, donc on fixe k, on fixe k dans G, et on regarde ce produit-là. D'accord ? Et bien c'est égal à 1 moins x puissance l'ordre de k, et le tout à la puissance l'indice de k.
de sorte que le cardinal, c'est bien cardinal, de sorte que, vous voyez, le degré de ce polynôme, c'est O de k fois I de k, c'est-à-dire le cardinal de G. C'est aussi le cardinal de G chapeau. Donc, au niveau, ne serait-ce qu'au niveau des degrés, elle fait bien sens. Alors, comment est-ce qu'on montre ceci? Eh bien, regardez, vous avez 1 moins qui k x, pour oméga donné, une racine énième de l'unité, on aura 1 moins oméga fois x. Mais on va regarder les produits de 1 moins oméga fois x quand oméga décrit toutes les racines okayennes de l'unité. Ça, on va regarder ça. De toute façon, qui de k, forcément, c'est une racine okayenne de l'unité. Et on va regrouper tout ceci. Et quand on fait ce produit-là, ça c'est évident qu'on a ça. Parce que ces deux polynômes ont les mêmes racines. Les racines, ce sont les racines okayennes de l'unité. Et en 0, ça vaut 1. D'accord? Les deux polynômes en 0 valent 1. Donc cette égalité, elle est claire. Parce qu'on n'a que des racines simples, et c'est les mêmes racines, etc., etc. Donc ça, c'est assez clair. Maintenant, il n'y a qu'à voir que là-dedans, on va pouvoir regrouper les choses comme ça, avec multiplicité I de k. Ben oui, ça vient justement du théorème. C'est-à-dire que on fixe oméga ici, et on veut voir quels sont tous les qui, tels que qui de k est égal à oméga. Ça revient à regarder la restriction, donc qui restreint au sous-groupe engendré par k, et quand c'est-ce que, on sait que ce sous-groupe, d'après ce qu'on a vu ici, était isomorphe à U O de k, et quand c'est-ce qu'on a un oméga ici fixé. Mais comme c'est surjectif, eh bien ceci va être isomorphe finalement à le G chapeau, donc les caractères de G, quotientés par le noyau. Et maintenant, comme lui est de cardinal O de k, le noyau est de cardinal I de k, et oméga va apparaître avec la multiplicité I de k. D'accord? Il va y avoir I de k élément ici, donc une classe, telle que l'image ici, telle que qui de k est égal à oméga. Voilà. Donc, on va avoir cette multiplicité-là. Voilà. Donc là, on a fait les prérequis sur les caractères, et maintenant, on va attaquer plutôt l'analyse complexe. Voilà, maintenant, on peut commencer la preuve du théorème de Dirichlet, qui va mélanger ce qu'on vient de voir sur les caractères des groupes abéliens finis, et aussi un peu d'analyse complexe. La preuve étant, on va la faire en 4 étapes, mais ces 4 étapes, géniales. Chaque étape écrit un passage de l'histoire des mathématiques. Première étape, la notion de densité. On va regarder, on va en tout cas définir la densité d'une partie de P. Alors ce que j'appelle P, c'est l'ensemble des nombres premiers, et je vais regarder des parties de P. Et maintenant, je vais prendre S. Pour l'instant, S, on va imaginer que c'est un réel strictement plus grand que 1, pour l'instant. Et je vais faire tendre S vers 1+, comme ceci, et je vais regarder la somme de petit p d'un grand P, de P puissance moins S. Voilà. Alors, on discutera tout à l'heure de ceci. Mais pour l'instant, je vais me servir du fait que quand S tend vers 1+, alors que ça c'est bien défini pour S strictement plus grand que 1+, mais que pour S tendant vers 1, ça tend vers l'infini. On va le voir tout à l'heure. Mais je vais me servir de cette infinité pour dire, pour moi la densité, ce sera la densité d'une partie, ce sera le quotient entre la somme des P puissance moins S quand P appartient à la partie,
voilà, divisé par la somme totale. Voilà, la notion de densité. Et je vais calculer cette densité pour l'ensemble qui m'intéresse, P indice A. Je vais m'intéresser au numérateur de cette densité, c'est-à-dire je vais appeler G indice A de S, cette somme-là. Voilà. Et on va montrer que cette densité, quand S tend vers 1, donc, va tendre vers 1 sur phi de M. Alors ça, c'est vraiment passionnant, parce que d'une part, ça prouvera le théorème de Dirichlet, parce que si cet ensemble était fini, ça, ce serait fini, et ça, comme on sait que ça tend vers l'infini, on le montrera tout à l'heure, eh bien, le quotient, ça tendrait vers 0. Comme ça, c'est non nul. Phi de M, phi, c'est l'indicatrice de l'air, hein, donc de M, hein, du nombre M. Donc, comme c'est non nul, eh bien, ça veut dire que ça, c'est infini. Ouais, déjà, ça, c'est génial. En plus, vous voyez que ce 1 sur phi de M, eh bien, comme c'est vrai pour tout A dans Z sur MZ, et comme on regarde A de façon modulaire par rapport à M, ça veut dire que A est dans Z sur MZ étoile, hein, si on veut regarder toutes les classes de A, eh bien, parce que A est premier avec M, ce 1 sur phi de M, on voit bien que quand on va faire la somme des 1 sur phi de M pour tout A, ça va faire 1. Donc, ça veut dire en plus que pour les différents A modulo M, eh bien, cet ensemble-là est équidistribué. Voilà. Donc ça apporte un plus au théorème de Dirichlet. Alors, je vais fixer ce que je vais appeler G indice M, c'est le groupe multiplicatif Z sur MZ étoile. Le petit m, c'est pour petit m, ou, si vous préférez, pour le côté multiplicatif. Et je vais réécrire G indice A de S. Et voilà ma première idée géniale, c'est quand même de définir la notion de densité et de travailler un petit peu sur le numérateur. Regardez, c'est la somme, ici, je vais remplacer P dans PA par P dans P, mais ici, je regarde, je vais multiplier par la fonction indicatrice de A bar. C'est-à-dire qu'en P bar, alors P bar c'est P dans Z sur MZ. Alors bien sûr, il faut que je prenne ici P ne divisant pas M, ici, bien sûr. Donc, je vais regarder la fonction indicatrice de A bar. Quand c'est-ce que P bar est égal à A bar modulo M? C'est exactement ce que je dis quand je passe de là à là. Eh bien, ça fait ici, ça veut dire quand c'est-ce que P bar fois A bar moins 1, d'accord, se dire P bar égale A bar, revient à dire P bar fois A bar moins 1 est égal au neutre, à petit e, ou 1 bar, si vous préférez. Eh bien, du coup, c'est la fonction indicatrice de l'élément neutre pour P bar fois A bar moins 1. Donc, c'est, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la moyenne, donc je divise par phi de M, pour qui dans GM chapeau, donc GM c'est ça, de qui de P bar A bar moins 1. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est assez génial, parce que qui, comme c'est un caractère, on va pouvoir développer ici et tirer qui de A moins 1, qu'on peut sortir. On a toujours 1 sur phi de M, et on a une somme de qui dans GM chapeau, et donc GA de S est égal à ceci, fois la somme pour qui dans GM chapeau de F qui de S, et F qui de S, je vais avoir une somme, alors ici, toujours P ne divise pas M, de P puissance moins S, donc je mets P puissance S au dénominateur, et là j'ai qui de P, puisque le reste était sorti. Voilà. Alors maintenant, je tombe sur l'étude, je ramène l'étude de la densité à l'étude de GA de S, à l'étude des F qui de S. Alors maintenant, cette somme, je vais la décomposer en deux. Pour l'instant, je regarde qui la fonction 1,
Donc ça c'est le caractère, ce qu'on appelle le caractère trivial, qui a tout élément de Gm associe 1. C'est bien un morphisme dans ces étoiles. Et pour ce 1, j'aurai F1 de S, c'est la somme, ici j'ai 1, sur P puissance S. Mais attention, pour P ne divisant pas M. Oui, mais c'est presque ça, parce que des P qui divisent M, il y en a un nombre fini. Donc c'est pas ça qui va nous embêter, sachant que ça tend vers l'infini. D'accord ? Donc, en qui égale 1, on va avoir quelque chose qui se ressemble. Donc on va avoir, finalement, ce 1 sur phi m, on voit qu'il lui ressemble, à condition que les autres, pour qui différent de 1, restent bornés. Alors, imaginons qu'on montre que pour qui différent de 1, les f qui de S sont bornés pour S autour de 1. Bon. Eh bien, là, ça y est, c'est terminé. On aura montré ceci, d'accord, à cause du 1 sur phi de m, le fait que pour f1, on va avoir 1 ici, parce que ça diffère de ça, d'un nombre fini, de choses bornées. Et donc il va y avoir, si on arrive à montrer que c'est borné, on a gagné, hein, la limite sera 1 sur phi de m. C'est énorme, hein, voilà. Et on se dit, on a touché le truc. Ben non, on n'est qu'à la première étape. Regardez, imaginons qu'à partir d'un P premier, tous les nombres premiers sont congrus, je ne sais pas, moi, par exemple à 3, hein, modulo m. Bon, on va supposer ça. Ok, bon, c'est embêtant. Ici, ça veut dire que f qui de S, on pourra mettre, à partir d'un certain rang, donc il va y avoir un nombre fini de termes, et à partir de ce P, on va avoir que du qui de 3. Donc on peut mettre qui de 3 en facteur, et ici, réobtenir quelque chose comme ceci qui tend vers l'infini. Donc le fait que ce soit borné ici est encore fortement lié à la distribution des nombres premiers modulo m. Si la distribution n'est pas équitable, ça risque de tendre encore vers l'infini. Donc on n'a pas encore tout à fait gagné. On pouvait se dire, on va s'en sortir avec un lambda belle, ici, hein, d'accord, sur les séries. Eh bien non, pas encore. On n'en a pas fini encore avec la distribution des nombres premiers. Donc il faut des idées supplémentaires pour montrer que c'est borné. Mais maintenant, je pense que vous êtes convaincus que, bon, bien sûr, il faut regarder ce qui se passe pour qui égale 1, parce que ça fait un moment que je l'annonce, et il faut montrer que f qui de S est borné pour les qui différents de 1. Et là, ce sera terminé. Alors attention, c'est pas le moment de se relaxer, il reste encore quand même 3 étapes, hein, parce que, vous voyez, on n'a pas encore terminé, on le sent bien. Alors là, on va mettre 2 étapes en une. Bon, 2 et 3, mais bon, il faut quand même distinguer les 2 étapes. Une qui est quand même assez simple, c'est, finalement ce sera la 3, c'est l'étude de f qui pour qui égale 1. Donc 1, ce que j'appelle 1 pour qui égale 1, ça veut dire le caractère trivial, hein, qui envoie tout élément de Gm, c'est-à-dire de z sur mz étoile, sur 1. Bon, alors ça, le fait que ce soit équivalent à log de 1 sur s.1. Voilà déjà un résultat important. Et surtout, l'étape 2, l'étape la plus géniale, c'est le prolongement analytique de la fonction zeta de Riemann sur la partie de C telle que la partie réelle de S est strictement positive. Bon, alors regardons ça. On va montrer que F1 est équivalent à log de 1 sur S-1. Alors, quand je parlerai de la fonction logarithme sur C, ce sera sa détermination principale. Hein, d'accord, c'est la détermination principale du logarithme. On va montrer ceci dans l'étape 3, c'est-à-dire qu'on veut montrer que la somme de 1 sur P puissance S de P dans grand P, l'ensemble des nombres premiers, quand S tend vers 1, c'est équivalent à log de 1 sur S-1. Alors attention, F1, c'est pas tout à fait ça, mais c'est ça, modulo un nombre fini de termes, hein, les
P ne divisant pas, il faut prendre les P ne divisant pas M. Donc ça reviendra au même si on montre ça, on montre ça. Donc, pour cela, on va faire la chose suivante. On va regarder 1 sur le produit pour P d'un grand P de 1 moins 1 sur P puissance S. Bon, je vais être en mode tout ce dont je parle, ça converge ou alors ça diverge, mais bon, on a des théorèmes pour ça, pour démontrer ces choses-là. Hein. On a ceci qui est égal au produit pour P dans grand P, donc ça je le remplace par la série géométrique correspondante. Et ici, quand je développe tout ce produit, eh bien là, ça c'est une des idées géniales, c'est que je vais utiliser le théorème fondamental de l'arithmétique qui dit qu'il y a unicité de décomposition de chaque n en nombre premier, en produit de nombres premiers avec multiplicité. Donc ici on a les nombres premiers, ici on a les multiplicités, la multiplicité 1, multiplicité 2, etc. Et quand on va développer, on va avoir un produit de nombres premiers. Donc on va retrouver exactement, avec l'unicité étant symbolisée par ce 1 là, tout élément n de 1 à l'infini. Tout élément n supérieur ou égal à 1. Voilà, avec la puissance s, bien entendu, puisque tout était à la puissance s. Et ça, c'est la fonction de zeta en s. Alors, on sait que cette fonction, elle converge pour s strictement supérieur à 1, elle diverge en s égale 1, d'accord? Mais on va aller plus loin et on va regarder s comme un nombre complexe. Regardons 1 sur s-1. On sait, bon maintenant S est vu comme un nombre complexe et on va le regarder, on va supposer que sa partie réelle est strictement supérieure à 0. Bon, alors c'est l'intégrale de 1 à l'infini de t puissance moins s dt. Ça c'est évident. Et maintenant, je vais décomposer, je vais retirer la fonction de zeta et ajouter la fonction de zeta. Donc j'ajoute la fonction de zeta de s, donc cette fonction-là, et je redistribue. J'enlève la fonction de zeta en la redistribuant dans toutes les intégrales d'intervalles décomposées sur les intervalles n plus 1. Donc ça va me donner cette formule. Alors qu'est-ce qui est important? C'est qu'ici j'ai une fonction qui est méromorphe, mais qui a un pôle simple en 1, juste un pôle simple en 1, mais elle est définie partout ici. Ici, j'ai ma fonction de zeta, sur lequel je ne connais pas grand-chose, pour l'instant. Et ici, j'ai quoi? Là, étant donné que n est compris entre n et n plus 1, ça va être compris, on va avoir il faut faire un petit calcul sur lequel vous pouvez faire confiance. Tout ce que je fais, c'est dans le livre de Serre, cours d'arithmétique. Des fois c'est un petit peu lapidaire, mais c'est toujours très intelligent. Et vous pouvez regarder, il y a des fois des petits détails de calcul qui sont faits, mais ici, c'est un grand taux de 1 sur n puissance s plus 1. Parce que cette différence, comme t est compris entre n et n plus 1, cette différence, elle va être vite bornée. Et quand on va regarder 1 sur n plus 1 puissance s et qu'on le retire de 1 sur n puissance s, il y a les 1 sur n puissance s qui vont disparaître en quelque sorte pour ne garder que des choses qui sont bornées en 1 sur n puissance s plus 1. Il va y avoir une disparition de termes quand on fait les formules de Taylor. Alors, maintenant, ça c'est intéressant, ça veut dire que cette fonction, on a ici une fonction qui va être holomorphe. Je vais la passer de l'autre côté, et donc j'ai que zeta de s est égal à 1 sur s moins 1, plus, je prends l'opposé de cette fonction-là, plus phi de s, où phi va être holomorphe pour les parties réelles de s strictement supérieures à 0. Voilà. Et on a un prolongement maintenant, la possibilité, vous voyez, zeta de s n'était pas définie, par exemple, pour s égale, on va dire, un tiers, un demi, comme vous voulez. Elle n'est pas définie pour un demi, puisque ça diverge. Mais en revanche, on peut prolonger zeta en un demi. Alors attention,
ne croyez pas que quand on prolonge zeta en 1,5, on pose S ici égale à 1,5. Ça, c'est faux. Mais par contre, on pose S égale à 1,5 ici. Ici, ça fait sens, et ici, ça fait sens aussi. Donc, on résume. Zeta de S, ça a un pôle simple en 1. On a prolongé la fonction de zeta en une fonction sur le demi-plan des parties réelles strictement positives. Et ici, on a une fonction holomorphe. Et donc maintenant, le log de zeta de S, quand on va prendre le log de zeta de S, regardez zeta de S, c'est ça. Donc quand on va prendre le log, ça va faire moins la somme des logs de ça. Voilà. Mais maintenant, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Ce log-là, il est équivalent à moins 1 sur p puissance s, donc avec le moins, ça fait 1 sur p puissance s. Ça, en s tend vers 1, ça diverge, forcément, hein, puisque ici, ça diverge. Donc, on le voit bien. Maintenant, log de zeta de s, ça va être ça le terme principal, ça va être log de 1 sur s-1. C'est assez facile à le voir. Donc on a réussi à montrer aussi cette chose-là. On a fait 2 étapes. Il reste encore une étape, mais pas des moindres quand même, parce que c'est ce qu'on disait. Il va falloir montrer que f qui est borné, et ça, on a vu qu'on n'était pas encore rendu. Le brouillard cachera que nous sommes si peu nombreux. Utilisons les vieilles ruses. On arrive à la 4e étape, c'est la dernière étape, mais pas des moindres, parce qu'on a vu que c'était une étape où la distribution des nombres premiers était en jeu. Donc bon, on sait quand même que c'est quelque chose d'assez délicat. Il faut montrer que f qui est la somme pour p, ne divisons pas m, de qui de p bar sur p puissance s, c'est borné autour de 1, quand S est dans son voisinage de 1, pour tout qui, dans GM chapeau, qui différent de 1. Bon. Alors, c'est ça qu'on va essayer de montrer. Donc regardez, on va poser pour ça la fonction LS qui, c'est le produit pour P ne divisant pas M de 1 sur 1 moins qui de P bar sur PS, ce qu'on a fait un petit peu pour qui est égal à 1. Alors, maintenant, quand on regarde ça, on peut le décomposer ici avec des séries de Taylor entre une somme ici, où on va reconnaître ceci, d'accord, plus, alors bon, des choses où on va avoir des choses à la puissance n, disons 1 sur k et du p puissance ks, mais ça va converger. Vous pouvez regarder dans le livre de Serre, c'est très bien fait. Et c'est exactement pareil, en fait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On a ça. Si on arrive à montrer que ça, c'est borné en S autour de 1, et non nul, attention, non nul, alors on a gagné, ça sera borné. Alors, pourquoi? Parce que par l'absurde, si ça, c'était pas borné, alors comme là, on a une convergence, ici, ce serait pas borné, et ici, ce serait soit non borné, soit ça tendrait vers 0. D'accord? Parce qu'on a pris le log. Voilà. Donc, on veut du borné non nul pour cette fonction-là. Regardons maintenant L de S qui. L de S qui, bon, toujours pareil, c'est les mêmes techniques comme on a fait tout à l'heure, où on est tombé sur la fonction zeta de Riemann. Ça va nous donner ici que c'est la somme, en utilisant le terme fondamental de l'arithmétique, tout nombre se décompose de façon unique en produit de nombres premiers, et ici, on va avoir L de S qui, c'est la somme pour les n premiers avec m, donc c'est ça va correspondre à ça, des qui de n bar, parce que qui est multiplicatif, donc ça va prendre tous les produits ici, sur n puissance s. Bon, vous pouvez le faire en exercice, c'est très facile. Et à partir de là, c'est facile de voir que c'est borné. Pourquoi c'est borné? Par le critère d'Abel. Alors qu'est-ce que c'est que le critère d'Abel?
le critère d'Abel, c'est juste une intégration par partie, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'ici, donc on veut sommer ici, et ici, on va intégrer, et ici, on va dériver. Donc, ce qu'on veut, c'est que les sommes ici soient bornées, et ce qu'on veut, c'est quand on dérive, bon, alors c'est des dérivées discrètes, on a quelque chose d'absolument convergent. Et ça, c'est vrai. Pourquoi les sommes, pour qui n bar c'est borné, ben, on l'a vu, pour qui n bar, ben, le fait que qui soit différent de 1, ça va faire que quand on va prendre des n successifs, qui de n bar va être périodique. Et sur une période, la somme, puisque qui est différent de 1, ça fait 0. Ça, on l'a vu dans les théorèmes préliminaires. Voilà. Donc, ça va être borné, puisque à chaque fois, on remet les compteurs à 0. Bon, donc là, c'est borné. Et là, le fait que la partie réelle de S est strictement positif, ça va faire quelque chose d'absolument convergent. Donc ça, c'est borné. Vous voyez ? Donc maintenant, maintenant, on commence à sentir que on est proche du but, mais pas tout à fait. Le brouillard se lève. Et il reste encore le côté non nul, parce que si c'est nul, ben oui, ici ça va diverger aussi. Donc ce ne sera pas borné. Donc non nul. Pourquoi ? Supposons, alors là, il y a encore une idée géniale. Hein. Supposons que pour un qui différent de 1, L de S qui égale 0. On fait une supposition par l'absurde. Là, l'idée, c'est de ne pas regarder forcément L de S qui n'est pas très harmonieux, mais de regarder le produit de toutes ces L de S qui quand qui parcourt les caractères de GM. Voilà. Parce que ça, c'est harmonieux. Hein, d'accord ? Finalement, l'idée vient un petit peu de la théorie de Galois. Eh bien, regardez, supposons que pour un qui, même un seul qui, ici je dis pour S égale 1, hein, pour S en 1. Dans la bataille, j'ai oublié de préciser ça. Hein. Donc là, c'est pour S égale 1. Alors, on définit cette fonction zm de S comme le produit des L de S qui, hein, quand qui parcourt les caractères de GM. En fait, entre parenthèses, ça s'appelle comme ça, c'est une vraie fonction de zeta pour le corps, en fait, pour le corps des racines m de l'unité. C'est ce que précise Serre. Et les résultats qu'on est en train de démontrer là peuvent se déduire de résultats généraux sur les fonctions de zeta sur des corps de nombres. Bien. Bon, ça c'était une parenthèse savante. On a zeta m de S, on regarde ce produit, justement, c'est l'idée, hein, plutôt que de regarder ce truc-là en face qui est pas très harmonieux, on va regarder le produit pour tous les qui dans GM chapeau, et là on va avoir quelque chose de plus harmonieux, et on va pouvoir utiliser un théorème, le corollaire, hein, la dernière formule qu'on avait montrée en préliminaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Quand on va faire le produit, eh bien, utilisons un petit peu d'analyse complexe. Supposons qu'en 1, hein, on ait ça qui est égal à 0, ça veut dire que ça veut dire qu'on a un 0, 1 et 0 ici de cette fonction à l'ordre supérieur ou égal à 1. Mais comme ici, on a un pôle pour qui égale 1, hein, pour l'étude préliminaire, on avait un pôle d'ordre 1, pile 1, eh bien, même si c'était juste 1, ça viendrait compenser ici ce pôle. Ce qui veut dire, hein, c'est juste le fait que 1 sur S-1 fois S-1, c'est quelque chose de borné. Et donc ici, on va avoir une fonction qui va être holomorphe en 1. Et comme 1 est la seule, on l'a vu dans les formules quand on a fait du prolongement analytique, 1 c'est la seule obstruction, eh bien ça va être holomorphe, surtout le demi-plan complexe des parties réelles strictement supérieures à 0. Voilà. Alors maintenant on va montrer que c'est faux. Donc ça, ce sera non nul, parce que si c'était nul, ça ce serait holomorphe, par simplification en quelque sorte, et ça, en fait, ce n'est pas holomorphe sur le demi-plan. Pourquoi ? On va faire le calcul de ça, et justement, on se sert du fait qu'on a pris le produit, et que c'est harmonieux quand on prend le produit, et on va utiliser
la formule de tout à l'heure pour x, donc ça va être ce produit, pour grand X, hein, on évalue, en grand X égale 1 sur P puissance S, et on va avoir le produit ici des 1 moins 1 sur P puissance S fois l'ordre de P bar, dans GM, à la puissance iota de P bar, donc ça c'est l'ordre et ça c'est l'indice. Voilà. Eh bien, j'affirme, bon c'est facile à voir, bon, comme l'ordre, alors ici l'indice il est plus grand que 1, et l'ordre il est plus petit que phi de m, puisqu'on est dans un groupe d'ordre phi de m, eh bien, on va avoir ça qui sera strictement plus grand que le produit de, alors ça je fais le développement de la série géométrique, en remplaçant O ici par phi. Et maintenant, je n'ai plus qu'à utiliser le théorème fondamental de l'arithmétique pour obtenir ici la somme des n puissance moins phi de m s, mais comme ici j'ai pris p ne divisant par m, là j'ai que les n qui sont premiers avec m. Alors, là on commence à y croire vraiment. Il y a quand même un problème. Si on avait ça, si on avait juste n de 1 à l'infini, n supérieur à 1, on va dire, alors, ce serait absurde, parce qu'il suffirait que je prenne s égale 1 sur phi de m, et là, j'ai la série harmonique qui diverge. Donc c'est plus grand qu'une série divergente, donc ça ne peut pas exister, et donc ça ne peut pas être holomorphe là-dessus. Bien. Mais là, malheureusement, je ne peux pas cacher ça sous le tapis, j'ai ça. Donc, il me faut encore un petit argument pour dire que si ça convergeait, alors la série harmonique pour S égale 1 sur phi de m convergerait aussi. Et ça, on va voir que ce n'est pas possible. Donc là, ça va être très rapide, on touche à la fin. Donc pour montrer ça, regardez, je regarde, bon, je remplace phi de ms par k, hein, et donc je regarderai ça ensuite pour k égale 1. Mais je regarde le produit de p ne divisant pas m de 1 moins 1 sur pk, je le multiplie par la même chose mais pour les p divisant m, ce qui fait que j'ai tous les p premiers ici. Maintenant, je vais inverser le membre de gauche et le membre de droite. Quand j'inverse, je sais que j'ai ma fonction de zeta de k, ici. Et finalement, ça va être quoi? Ça va être ici, quand j'inverse, ça va être la fonction que j'ai ici, dont je veux montrer que ça diverge, fois, ici, quand je vais l'inverser, je vais avoir quelque chose de fini. Hein, fini, ça c'est non nul, c'est fini, parce que le produit est fini. Donc, je dis bien que si ça convergeait, alors ça convergerait. Or, pour k égale 1, ça diverge, donc ici, ça diverge. Voilà, et on est arrivé à la conclusion. Bon, là on est... Attention, hein, bien sûr, hein, c'est titanesque, hein, ça a pris du temps, ça demande des détails, j'ai bien conscience que je n'ai pas tout démontré. Vous pouvez regarder, Serre ne démontre pas tout non plus, mais il avance de façon très intelligente dans sa démonstration. Mais bon, voilà, hein, c'est effectivement titanesque, mais c'est le prix à payer pour rentrer dans la légende. Au nom du Tout-Puissant de Saint-Michel et de Saint-Georges, je te donne droit à porter l'épée et à rendre la justice. Ce devoir sera à jamais le mien, comme chevalier et comme roi. J'en apprendrai tous les jours.